Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro majuscule propos. Ce soir, nous revenons sur le rapport Muse, ce rapport de plus de 600 pages avec plus de 250 témoins qui ont été interviewés, qui ont témoigné, notamment du génocide perpétré contre les Tutsis. Ce rapport qui semble rapprocher les deux pays, notamment pour ce qui est de la compréhension de faits historiques qui ont mené au génocide commis contre les Tutsis. Ce soir, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce rapport, que ce soit le rapport Muse, le rapport du Clerc, mais surtout pour envisager le futur. Je suis avec Madame Janine Mounieshouri. Elle est ancienne membre de la diaspora rwandaise en Europe, mais elle est surtout activiste. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec nous également le sénateur André Twahirwa. Il est membre de la commission sénatoriale en charge des affaires étrangères. Bonsoir sénateur. Bonsoir. Je sais que vous revêtez plusieurs casquettes, mais permettez-moi de parler d'abord du Sénat et puis peut-être on va voir également les 30 ans, plus de 30 ans que vous avez passé en France également, et c'est pour cette raison que vous êtes même là sur nos plateaux. Avec nous également à partir de la France, nous sommes avec Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Il a été notamment au Rwanda pendant la période de l'opération dite turquoise dans la région de Kibuye et même au-delà dans l'ancien Zaïre. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Avec nous également et David Martin qui est porte-parole de l'association Survie. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, ce sont les quatre qui vont être nos invités ce soir. Mais avant de plonger dans le vif de notre émission, permettez-moi de faire déjà une récapitulation sur ce qu'a été la publication du rapport Muse. C'était le lundi de cette semaine, notamment avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le docteur Vincent Biruta, ainsi que le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre les génocides, qui se sont exprimés par rapport à la sortie de ce rapport. On va suivre cet élément dans une narration de Patrick Nyilidandi, et puis on revient après. Ce rapport intitulé « Un génocide prévisible, le rôle de l'État français en lien avec le génocide contre les Tutsis au Rwanda » a été élaboré en s'appuyant sur des documents en relation avec la politique de la France au Rwanda un peu avant 1990, entre 1990 et 1994, pendant le génocide contre les Tutsis et au cours des années suivantes. Se basant sur ces documents et sur les témoignages des Rwandais et des étrangers qui se sont entretenus avec les chercheurs qui ont élaboré ce rapport, il est évident que l'État français a joué un rôle dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, car il n'a rien fait pour le stopper, mais a continué à apporter son soutien au gouvernement de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. L'une des différences de ce rapport avec celui publié récemment par la France, c'est l'analyse réalisée sur la conduite de la France après 1994. La France a permis l'exécution du génocide, même s'il était prévisible. L'autre différence, c'est que le rapport du Clerc s'arrête avec 1994, mais celui que nous avons réceptionné aujourd'hui va au-delà de 1994 et revient sur ce que le gouvernement français a fait après 1994, surtout les activités qui visaient à faire disparaître les preuves de son rôle. Je dirais notamment certains discours de différents dirigeants, à commencer avec Mitterrand en parlant de génocide au pluriel, en voulant dire qu'il y a eu un autre génocide qui n'est pas le génocide contre les Tutsis en 1994. Et nous pensons que cela a renforcé la conviction des négationnistes et révisionnistes du génocide. Et le second point, ce sont diverses activités qui étaient réalisées en vue de déstabiliser le gouvernement rwandais fraîchement installé après le génocide.
Vous vous rappelez l'activité de poursuivre environ 8 hautes autorités militaires rwandaises, activité qui a commencé avec le juge Bruguière, et ce n'est que dernièrement qu'il a été constaté que ces accusations sont sans fondement. Le Rwanda a publié ce rapport 15 ans après l'autre intitulé Rapport Mucyo, mais le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, CNLG, le docteur Bizimana Jean Damascène, indique que les deux sont importants. Ce rapport de 600 pages indique que le régime Mitterrand n'a jamais cessé d'apporter son soutien au gouvernement de l'ancien président Juvenal Habyarimana, tant en politique que dans le domaine de la diplomatie et militaire, notamment en organisant des entraînements militaires, en fournissant des armes, des balles, des hélicoptères de guerre et des armes lourdes aux ex-FARC, tout cela ayant été réalisé pour des intérêts politiques sans tenir compte des signes avant-coureurs du génocide. Même si ce rapport révèle que la France a joué un rôle dans le génocide contre les Tutsis, il n'a pas été élaboré afin que des dirigeants de ce pays soient poursuivis en justice, comme l'indique le ministre Biruta. Même s'il a été élaboré par des juristes, l'objectif n'est pas de chercher des accusations destinées à la justice, mais c'était plutôt pour examiner les documents existants plus que les témoignages pour montrer ce qui s'est passé sous l'angle de l'histoire du génocide contre les Tutsis en 1994. C'est pour cette raison qu'il montre cela et non de dire que tel est accusé de tel ou tel autre crime, et nous n'envisageons pas que le gouvernement rwandais puisse s'en servir pour poursuivre des gens. Toutefois, cela n'empêche pas que l'analyse de la vérité sous l'angle de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et le rôle que chacun y a joué s'arrête à ces rapports. Il y a ceux qui peuvent analyser ces rapports dont nous parlons. D'autres chercheurs peuvent s'en servir et les documents de référence et les analyser pour tirer leur point de vue et entraînant ainsi d'autres conséquences. Je voudrais que cela soit bien clair et ne croyez pas maintenant que les problèmes soient clos et que personne ne posera de questions à la France ou que personne ne parlera du rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Non. Ce rapport est rendu public 4 ans après que son élaboration ait commencé, d'autant plus que l'analyse de toutes les informations qu'on y trouve est débutée en 2017. Merci donc à Kassim Youssouf et non pas Nilidandi Patrick. Sénateur, peut-être c'est une question générale déjà que je vais poser à vous, mais je commence par vous, sénateur. Le rapport lui-même est intitulé « Un génocide prévisible ». Est-ce que les éléments qu'apporte ce rapport laissent entrevoir que ces génocides étaient prévisibles par tout le monde ou par tous, notamment par la France, le régime Mitterrand, aussi proche de l'ancien régime Habyarimana? Merci beaucoup. Effectivement, ce rapport-là, c'est un rapport qui est intéressant dans la mesure où il met en valeur, vraiment les faits sont précis, chronologiquement en tout cas, il met en valeur toutes les implications de Mitterrand en particulier dans le génocide contre les Tutsis, à tous les niveaux. Ça commence en fait avant 90, en 62, et ça va jusque maintenant. Et depuis l'indépendance, effectivement, la France a été impliquée dans la coopération d'abord civile et puis militaire à partir de 1975, de 1975. Et puis, à partir de 1990 jusqu'à 1994, la France a été impliquée et s'est rapportée chronologiquement, fait après fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va au-delà de 1994, parce que ça va jusqu'à nos jours. Parce que la France a continué effectivement à être impliquée dans ce qui s'est passé après 1990, jusqu'à aujourd'hui. Madame Janine, est-ce que vous, déjà, ce rapport ne se base pas sur
des archives. C'est un rapport qui parle des témoignages des individus. On parle de plus de 250 personnes qui ont été interrogées, y compris le chef de l'État actuel, Paul Kagame, qui a donné son témoignage. Déjà, ça fait toute la différence. En effet, oui. Si c'est pour contraster avec le rapport du Clerc, qui en fait se concentre exclusivement sur les acteurs français et leurs propres perspectives, en complètement ignorant le contexte, comme s'il s'agissait d'une affaire interne, occultant le reste du monde, notamment les acteurs rwandais. En effet, oui. Et pour revenir à ce que le sénateur disait, une des grandes forces de ce rapport Muse, c'est la simplicité de ses conclusions, la trame chronologique qu'il adopte, parce que le génocide n'arrive pas par hasard en 1994. Et le fait est qu'en fait, dans aucun autre rapport... Tout autre génocide n'arrive pas. Absolument. Ce n'est pas un fait de hasard. Et il y a à un moment donné des faits qu'on n'a peut-être pas assez vus, même dans les ouvrages, à vrai dire. Le fait que la manière dont la France agit au Rwanda, dès l'attaque du FPR en particulier, donc 1er octobre 1990, il y a un modus operandi. Et on voit ce qui se passe avec les massacres du Bugesera, les massacres d'Ebagogwe et un troisième. Et à chaque fois qu'en fait il y a une offensive militaire du FPR, la France augmente son soutien à son allié, qui à l'époque, donc le régime Habyarimana, qui commet des exactions sur les civils. Et ça, c'est une chose qu'on voit donc avant le génocide. Ensuite, on le voit pendant le génocide. On voit le gouvernement qui commet le génocide reçu et repartir avec des armes pendant le génocide. Et on le voit aussi après le génocide, le gouvernement qui est exfiltré, les tueurs, donc cette zone turquoise en fait qui leur sert de couloir d'évacuation et qui du reste a des conséquences encore aujourd'hui dans toute notre région. Il y a également d'autres implications qu'on n'a pas beaucoup vues dans les ouvrages, en tout cas récents, à part celui de Saint-Exupéry, c'est toutes les opérations de camouflage de cette implication qui ont pour résumé consisté en fait à décrédibiliser, délégitimer l'action du gouvernement rwandais depuis la fin du génocide. Parce qu'en fait, c'était le seul État, si vous voulez, qui, de par son action, a non seulement arrêté le génocide, mais a permis la fin des conséquences du génocide. On est une nation en 1994, après le génocide, qui est complètement en lambeaux. La notion de nation n'existe plus. Et le fait même de vouloir que les Rwandais soient de nouveau un seul peuple, le fait de permettre aux tueurs d'hier de s'asseoir avec les victimes, aller complètement à l'encontre du projet génocidaire. Donc le gouvernement rwandais, de par son action, non seulement de reconstruction d'un pays, mais d'une nation, sera presque à chaque étape décrédibilisé, délégitimé. Vous avez mentionné dans le petit film le rapport Bruguière. Que fait le rapport Bruguière? Il met en exergue un certain nombre d'hommes politiques et militaires rwandais qui sont les personnalités du moment les plus visibles. Il y a d'ailleurs une autre personne qui est la 9e qui n'existe pas. Ça fait depuis 2006. C'est une commission dont les conclusions sont absolument farfelues. Et il aura fallu à peu près 14 ans avant qu'on ait un non-lieu qui n'est pas encore fini d'ailleurs, parce qu'il y a encore une instance de cassation, il me semble. Donc c'est très très important d'avoir un rapport comme celui-ci qui est concis dans ses conclusions, qui apporte les différents acteurs et qui donne surtout une vue d'ensemble sur le contexte dans lequel se passe cet engagement en fait, français au Rwanda. Martin David, l'association Survie, c'est parmi en tout cas les membres de la société civile en France qui sont actifs depuis un certain nombre d'années pour que justice soit faite, notamment pour ce qui est aussi bien pour les rescapés du génocide, mais également les victimes du génocide. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport Muse? Qu'est-ce que déjà ça apporte un plus sur ce que déjà connaissait le grand public? Bien, disons que je dirais que pour le grand public, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport en fait couvre non seulement la période avant le génocide, mais aussi pendant et après le génocide, et donc elle vient confirmer par exemple les livraisons d'armes durant le génocide, vient confirmer les contacts de militaires français avec des responsables du gouvernement intérimaire qui étaient responsables du génocide.
Donc en cela, il conforte les choses que les chercheurs et les historiens savaient déjà. Donc après, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il recoupe à la fois des témoignages et des fonds d'archives. Donc ça vient vraiment conforter le contenu de ce rapport et le rendre très crédible. Donc pour nous, pour nous à Survie, si vous voulez, le fait qu'on reconnaisse la responsabilité accablante de la France. À Survie, nous, depuis 1994, c'est ce qu'on dit. Donc, pour nous, c'est une reconnaissance. C'est très important qu'on arrive à ce stade-là. Mais le fait que le rapport interdise, enfin, en tout cas, ne cherche pas à déboucher sur des poursuites judiciaires contre les personnes en France qui ont pris les décisions qui l'ont amené à, contrairement à l'interprétation du rapport, à être complice de génocide, à l'État français à être complice de génocide. Ça, je pense que, enfin, nous pensons, que c'est un manque et nous, à Survie, on va continuer à chercher avec la matière qui a été mise à jour par ces deux rapports. On va continuer à chercher à pouvoir finalement établir la vérité et pouvoir comprendre mais qui a pris ces décisions, puisqu'à la fin, la responsabilité de la France, c'est assez vague, alors que la responsabilité de personnes qui sont nommées qui sont nommées par exemple dans la réouverture, les avocats des plaignants de Bicécéro ont demandé la réouverture du dossier. Et dans cette réouverture de dossier, par exemple, est cité M. Védrine, M. Juppé, donc, qui sont des personnes, qui sont des responsables politiques qui ont pris des décisions et qui ont soutenu les gens qui avaient le projet génocidaire, ont soutenu les gens qui commettaient le génocide en toute connaissance de cause. Donc, il est possible, d'un point de vue juridique, d'interpréter ça comme de la complicité. Guillaume Ancel, vous qui avez participé à l'opération turquoise, là nous sommes en pleine période du génocide, vers la fin du mois de juin notamment. Lorsque vous avez lu le rapport Muse, qui justement parle de la période, peut-être on va revenir également à la différence entre les deux rapports, je veux dire Muse et Duclerc. Lorsque ce rapport évoque la période où vous êtes arrivé déjà au Rwanda pendant cette période-là, quelle lecture faites-vous de ce rapport? Vous vous dites que c'était très important de préciser les faits au-delà de juin, au-delà de juillet 1994? En fait, pour moi, le rapport Muse, c'est d'abord un soulagement. Puisque, comme vous l'avez rappelé, 3 semaines avant, il y a le rapport Duclerc en France, qui, au fond, le rapport Duclerc, c'est presque un rapport franco-français sur qu'est-ce qui s'est passé en France, et qui a remarquablement démonté les mécanismes de décision complètement frelatés et infâmes qui règnent à ce moment-là à l'Élysée, dont le secrétaire général est Hubert Védrine. Et on voit bien qu'il y a une responsabilité accablante de la France, et d'ailleurs, le rôle de la France au Rwanda est qualifié de désastre. Mais ce qui manquait, et ce qu'ont très bien dit les intervenants précédents, c'était d'avoir une approche plus globale, qui ne se contente pas des archives, qui recoupe les témoignages et ce qu'on savait déjà de cette période en l'élargissant. Et du coup, pour moi, le rapport Muse, il est extrêmement important parce que finalement, il complète le rapport Duclerc. Je pense qu'il est beaucoup plus complet que le rapport Duclerc. Il est en même temps, il est cohérent, mais on retrouve dans ce rapport le même souhait que dans la commission Duclerc, et je pense qu'il y a eu de la réelle politique de la part de nos présidents respectifs, le même souhait d'apaisement et d'éviter un contentieux judiciaire en retenant ou en affichant une absence de complicité. En fait, les deux, quand ils évoquent l'absence de complicité, ils ne parlent que du fait que la France n'a pas participé au génocide. Ce n'était pas tout à fait l'objet du questionnement en France, en tout cas. C'était plutôt pourquoi avoir apporté un soutien aux génocidaires avant, pendant et après le génocide. Du coup, pour nous, le rapport Muse, c'est d'abord un grand progrès dans la connaissance. Ça va faire obstacle un petit peu plus au négationnisme qui s'est incroyablement développé pendant les premières décennies
après le génocide et contre lequel il faut lutter absolument. Et puis, il a aussi, comme le rapport Duclerc, des lacunes à combler et réfléchir aux conséquences de ces rapports. Voilà ce que me disent aujourd'hui, je vais dire, cette combinaison du rapport Duclerc et du rapport Muse. J'aimerais peut-être, je ne sais pas, vous aviez un commentaire à faire là-dessus, sénateur? Merci beaucoup, parce qu'en fait, il y a une chose qu'on n'a pas dite peut-être dans tout ça, c'est que le choix d'un cabinet américain qui est loin de Rwanda, qui n'est ni en France ni au Rwanda, ça donne plus de crédibilité, évidemment, à un rapport comme celui-là. Le choix d'historiens, de chercheurs français et pas de politiciens, comme ici, par exemple, la mission d'information sur le Rwanda, qui était politicienne, qui était donnée à des députés, n'était pas crédible. Mais ce qui est important, ce qui a été dit, c'est que quand même, effectivement, contrairement à ce qui est dans le rapport Duclerc, les responsabilités ne sont pas abstraites. Le rapport comprend une centaine de constatations et de conclusions. C'est-à-dire c'est précis, c'est concret. Et ça, c'est important. Pour ce qui est, effectivement, peut-être qu'on va y revenir, pour ce qui est de la complicité, c'est un sujet qu'on va aborder peut-être à la fin, parce que c'est important. Mais d'ores et déjà, ce qui est bien, c'est que, contrairement, encore une fois, au rapport Duclerc, les conclusions et les constatations ne sont pas abstraites. Elles sont précises, elles sont concrètes. Il y en a 99, regroupées dans 10 chapitres, et c'est précis. Et encore une fois, pour la complicité, on va y revenir peut-être après. Lorsque vous parlez du fait que le rapport soit précis, c'est également les noms qui sont cités, nommément les individus. Le grand public s'interroge également sur déjà la responsabilité de l'État français et de la responsabilité des individus au sein de l'appareil d'État. Sénateur. Bien sûr, parce qu'en fait, les responsabilités sont précises, encore une fois, chronologiquement retracées. Ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, le fait que ces gens-là ont été nommés, il y en a un qui a été nommé, évidemment, qui est mort, mais il y a d'autres qui ont été nommés qui ne sont pas morts, qui sont toujours là. Et le problème, encore une fois, que les gens peuvent se poser, c'est pourquoi il n'y a pas de conclusion sur la complicité française dans le génocide. Et je crois que c'est un choix qui n'est pas uniquement un choix politique, mais qui est un choix politique, évidemment, mais surtout qui est un choix judicieux. Parce qu'au-delà même du fait que le rapport va apaiser effectivement les relations entre les deux pays et que le climat d'apaisement qui va suivre va permettre d'avancer même sur la connaissance des faits, y compris sur la justice. Parce que ça peut permettre effectivement, dans un climat apaisé, de juger les génocidaires qui sont en France ou ailleurs, en tout cas qui sont en France. Donc je crois que même sur le plan strictement du génocide, le fait que ça ouvre des perspectives positives sur la justice des génocidaires qui sont en France, je crois que c'est important. Au-delà évidemment de la coopération économique, politique et autres entre les deux pays. C'était donc important de poser ces jalons, déjà créer ce climat d'apaisement pour ensuite parler autre chose après. Parce que le grand public, on connaît ce qui a été déjà toute la documentation faite sur le rôle de la France, que ce soit au niveau politique, militaire et tous les autres détails. Le grand public s'est dit, est-ce que, d'accord, on regarde dans la même direction? Que dire de la justice? Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur un point auquel a fait allusion notre ami de survie, sur le fait que... Martin. C'est Martin David, David, oui. C'est ça, Monsieur David, sur le fait que le rapport Muse ne s'appesantit pas sur ni les noms ni la question de la complicité. Je voudrais vraiment commencer par rendre un hommage appuyé à tous les activistes, les chercheurs, les journalistes, les associations en France, à qui nous devons, je pense, 60, peut-être 70% de la recherche sur l'implication de la France au Rwanda. Je veux en particulier rendre un hommage appuyé aux fondateurs de Survie qui ne sont plus avec nous, François-Xavier Verschave, dont son livre, qui en 1994 déjà disait « Complicité, point d'interrogation », était un coup d'éclat dans une nuit noire complète. Je veux rendre hommage à
notre ami Carbonard, qui en 1993 est à la télé sur le plateau de Bruno Mazur et qui dit ce qui se passe est un génocide. Je voudrais également rendre hommage à Jean-Paul Goutteux, qui a démarré donc ce grand ouvrage qui s'appelle La Nuit rwandaise, qui a donné lieu à un collectif dans lequel beaucoup de consciences ont fait de cette question du génocide qu'on croit nôtre, ce que c'est réellement un crime contre l'humanité. À un moment donné, en France, des citoyens se sont dit « nous ne pouvons pas permettre qu'un crime de cette nature se soit passé en notre nom, sans notre consentement ». Donc vraiment un hommage appuyé à Survie et à tant d'autres associations en France. Pour revenir au point précis auquel il faisait allusion sur la question de la complicité et de ne pas en fait avoir donné une direction avec les conclusions du rapport qui irait dans un processus juridique, je voudrais juste vous rendre attentif à une chose. Quand vous dites que la communauté sait, que le grand public sait, non, le grand public ne sait pas. C'est bien le problème. Quand on est dans un contexte antagoniste où les négationnistes d'État et les génocidaires qui se sentent à l'aise en France font en permanence du bruit, quand on a des démarches de camouflage public en fait de ce qui s'est passé, c'est presque les témoignages qui sont là, les faits qui sont là, les photos qui existent, tous ces ouvrages dont la plupart ont été écrits par Survie et d'autres, sont finalement des questions subsidiaires de niche. C'est des discussions d'experts. Donc en réalité, le grand public ne sait pas. Et c'est un moment historique que nous vivons, du fait que dans les conclusions du rapport Duclerc, qui convergent avec celles du rapport Muse qui viennent après, il y ait les mots « responsabilité accablante ». On ne pourra plus dire en France, publiquement, « il ne s'est rien passé, ce sont des histoires d'activistes ». Ça donne une toute autre dimension à ce que j'appelle peut-être le tribunal de l'histoire. Et c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est une notion déjà évoquée par le professeur Duclerc. Est-ce que le tribunal de l'histoire, déjà, c'est facile pour le citoyen lambda de comprendre? Pour continuer là-dessus, si nos deux États, et en particulier la France, est d'accord sur cette question en parlant déjà de responsabilité grave, ça veut dire que les sociétés civiles en France, comme au Rwanda, peuvent par exemple, avec un mandat public et de l'argent public, faire des œuvres d'éducation, de recherche, des centres de documentation, l'historiographie peut continuer à se construire, mais en étant un événement public. D'autre part, je rappelle que la dernière phase du génocide, c'est le négationnisme. J'espère qu'il va enfin faire mauvais temps être génocidaire en France, parce qu'il est temps que ça arrive. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence de négationnistes au Sénat. Le colloque? Le fameux colloque. Donc il n'y a pas très longtemps de cela. Il y a en France, quand même c'est arrivé, peut-être pas par hasard, que Kabuga, qui était l'homme le plus recherché, soit finalement retrouvé en France. On a en France encore la plus célèbre sans-papier d'Île-de-France, qui est la veuve, qui n'a pas de statut officiel, mais qui n'est pas poursuivi, qui n'est pas inquiété, qui n'est pas dérangé. Il ne faisait pas mauvais. Il ne faisait pas mauvais d'être du mauvais camp. Et donc, j'espère vraiment que le fait qu'il y ait des convergences de conclusions, sans avoir approfondi ni cherché à parler de complicité au sens juridique, permettent que ces gens-là, pour une fois, se sentent un peu inquiétés. J'aimerais peut-être, avant de poursuivre notre débat de ce soir, j'aimerais qu'on puisse suivre un tout petit peu déjà le président Paul Kagame qui s'exprimait sur le rapport Duclerc à la sortie du rapport Duclerc. C'était bien avant la publication du rapport Muse. On va voir son appréhension de ce rapport et essayer de lire entre les lignes. We welcome this report because it marks an important step toward a common and Aujourd'hui, nous saluons ce rapport qui marque un pas important vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque également un changement
et montre le désir, même pour des dirigeants français, d'aller de l'avant avec une bonne compréhension du passé. Et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons. Le rapport va nous être présenté, j'en ai été informé et c'est une bonne chose. Le Rwanda aura également son mot à dire prochainement, peut-être vers la 3e semaine de ce mois d'avril. Les conclusions que nous avons entre les mains sont basées sur le travail effectué par des personnes qui ont été chargées de le faire parallèlement à ce qui se faisait en France. Ces conclusions vont dans le même sens. L'important est de continuer à travailler ensemble pour documenter la vérité. Voici la vérité. The important thing is to continue working together to document the truth. Martin David, quand la vérité dont le président Paul Kagame parle ici, est-ce que déjà au Rwanda, la majeure partie de la population a vraiment suivi et a vécu l'histoire, cette tragédie? C'est plus le débat qui se posait en France où on avait l'impression que c'est la société du côté de la France qui n'arrivait pas à accéder des informations aussi graves qu'on a révélées dans les deux rapports. Vous pensez que cette vérité, cette volonté commune de voir les choses de la même façon, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que non seulement les discours des chefs d'État, aujourd'hui globalement les gens voient les choses dans la même direction, de la même façon? Je dirais que ces deux rapports en France, ils ont le mérite immense en fait de faire connaître au grand public en fait le fait que les responsables civils et militaires français ont pris des décisions qui ont permis de soutenir des gens qui ont commis un génocide en 1994. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, ce discours-là aujourd'hui n'était pas du tout le discours qui était entendu comme le discours commun. Et aujourd'hui, le fait qu'on trouve dans les grands quotidiens, sur les chaînes de télé, que partout, à l'issue de la parution du rapport du Clerc, on ait entendu et on ait compris que des notables, enfin des responsables politiques français connus, que tout le monde connaît en France, comme Hubert Védrine ou Alain Juppé, et qui sont les deux plus connus, que ces deux personnes-là ont pris des décisions qui ont permis à des gens de commettre un génocide. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, sur le chemin de la vérité, on a fait un grand pas pour le grand public et aussi pour clouer le bec à tous les gens qui diffusent des théories négationnistes sur le double génocide, sur les théories abracadabrantes qui ont été citées précédemment, et qu'aujourd'hui, les deux rapports concluent de manière ferme et définitive que toutes ces théories, qui sont les théories donc, des négationnistes, qui ont été la première fois qu'elles ont été sorties, ces théories, c'est les génocidaires eux-mêmes qui les ont sorties. Hein, et donc ces théories qui sont aujourd'hui, qui existent encore, viennent de là. Et aujourd'hui, c'est deux aspects très positifs, c'est-à-dire que la responsabilité de la France, des responsables civils et militaires français dans le soutien aux génocidaires est établie de manière définitive. Et d'autre part, le fait qu'il n'y a pas eu de double génocide et que c'est aujourd'hui entendu que ces théories-là n'ont pas voix au chapitre. Guillaume Ancel, quand on parlait en voix off, vous avez dit qu'il était très important regarder dans la même direction, oui, mais garder un rétroviseur dans le passé pour éviter certaines erreurs. Voulez-vous un peu développer un peu là-dessus? Notamment, vous avez fait allusion, pas à l'opération turquoise, mais aux opérations turquoises. Oui, en effet, les rapports constituent, et tous les intervenants l'ont dit ce soir, une étape très importante dans la reconnaissance de ce qui s'est passé. Néanmoins, on n'est pas arrivé au bout du chemin.
Et il y a plusieurs aspects qui ne sont pas documentés aujourd'hui ou qui le sont insuffisamment. Le premier événement qui, à mon avis, nécessite d'aller beaucoup plus loin, c'est l'assassinat du président Habyarimana. On sait depuis l'expertise Pou-Trévidic en France, qui date de 2012, que les missiles ont été tirés du camp de Kanombe, et je suis un spécialiste des missiles. Ces missiles ont été tirés par des mercenaires qui, à mon avis, venaient des pays de l'Est, qui avaient un niveau d'entraînement absolument remarquable qui n'existait pas pour les factions sur le terrain. Même des Français n'auraient pas pu tirer de cette manière, ou les Belges de nuit, un tir double avec une synchronisation parfaite. Donc on n'a plus de questions sur l'origine du tir. Il n'y a que ces ordures de négationnistes pour raconter encore aujourd'hui qu'ils ont trouvé un missile qui a fait demi-tour pour aller abattre l'avion. C'est absolument grotesque. Aujourd'hui, on sait d'où vient le missile. La question, c'est plutôt le rôle de la France dans l'assassinat du président. Parce que les Français sont présents sur le camp de Kanombe. Il y a des instructeurs français. Il y a même un agent de la DGSE. Donc on sait que la DGSE a repéré les va-et-vient anormaux sur le camp, mais comment se fait-il que la France n'ait pas donné l'alerte qu'elle ait laissé commettre l'attentat? Ensuite, il y a la disparition des boîtes noires, dont on sait pertinemment que les seuls qui ont eu accès au site, à la scène du crime, ce sont des officiers français, dont Grégoire de Saint-Quentin. Donc les Français ont volé les boîtes noires. C'est extrêmement important, parce que les boîtes noires auraient permis de reconstituer tout de suite la trajectoire de l'avion, et il n'y aurait jamais eu de thèse négationniste sur le tir qui avait été initié par le FPR, etc. Toutes les conneries qu'on a racontées pendant 27 ans. Et puis le troisième point qui est très troublant, c'est que la direction du renseignement militaire français va propulser en permanence de fausses informations pour intoxiquer justement l'enquête sur le sujet. Notamment cette fameuse photo d'un missile SAM-16 qui venait d'Ouganda et qui aurait tiré sur l'avion. À un détail près, il faut se le rappeler, c'est que la photo de ce missile, c'est un missile qui n'a pas encore été tiré. Donc ça veut dire que tout ça, ce sont des fabrications de fausses preuves. Je n'imagine pas 2 secondes que la direction du renseignement militaire français ait fait ça de son initiative. Donc on sait aujourd'hui que c'est l'Élysée qui donnait des ordres, mais il serait très important pour les Français d'arriver à comprendre quel rôle on a joué. Est-ce qu'on a juste fermé les yeux sur l'assassinat du président Habyarimana, ou est-ce qu'on a joué un rôle plus grave encore? Et ça, les Français ont absolument besoin de le savoir. Peut-être que ça regarde moins les Rwandais que les Français. L'autre aspect qui est crucial, auquel j'ai participé, c'est l'opération turquoise. En fait, il n'y a pas une opération turquoise, il y a eu 3 opérations turquoises, au moins. La première opération turquoise, elle commence tout de suite après l'assassinat du président Habyarimana, parce que les Français ont infiltré des équipes des forces spéciales de avril 1994 à l'opération turquoise 1 en juin 1994. Ça veut dire que pendant 2 mois et demi, il y a des équipes assez importantes qui ont agi. Est-ce qu'elles ont fait seulement du renseignement ou est-ce qu'elles ont apporté du soutien aux forces gouvernementales qui commettaient le génocide? Ça, les Français ont besoin de le savoir. Le deuxième turquoise, c'est le turquoise officiel. C'est le turquoise derrière tout le monde, derrière lequel tout le monde se réfugie pour dire c'était une opération humanitaire. Formidable. L'opération humanitaire, elle a essentiellement consisté à sauver, à protéger les génocidaires qui se sont réfugiés dans cette zone humanitaire sûre. Ce n'était pas une zone humanitaire sûre, c'était une zone de protection des génocidaires. Ça veut dire que si on n'avait pas été là, les génocidaires auraient été balayés par le FPR. Et donc il n'y aurait jamais eu de guerre de suite, notamment dans l'est du Zaïre, devenu le Congo. Et puis la troisième opération turquoise, que je vais appeler turquoise 2, 012, c'est l'opération qui a consisté uniquement à aller stopper les soldats du FPR. Et c'est elle qui est responsable notamment du drame des collines de Bicécéro. Parce que les soldats des forces spéciales n'avaient absolument pas pour ordre de s'occuper des rescapés, ils avaient pour ordre d'aller se battre contre le FPR. Et ça, c'était sans doute, bien sûr, manipulé par l'Élysée. Ce qui veut dire que si on fait le bilan des opérations turquoises, et contrairement à ce que dit le rapport Duclerc, en gros, il ne faut surtout pas critiquer l'opération turquoise. Les opérations turquoises ont fait 10 fois plus de morts qu'elles n'ont sauvé de vies. Et ça, il faut que les Français le comprennent, parce qu'ils en sont encore au stade de l'histoire où ils pensent que l'opération turquoise, ça a été une belle opération militaire et que les Français ont été courageux de la mener. Non, les opérations turquoises ont été un échec dramatique, une opération qu'il n'aurait jamais fallu mener. Et puis je vais terminer, pardon d'être un peu long, mais avec les livraisons d'armes. S'il n'y avait pas eu les opérations turquoises, les livraisons d'armes se seraient sans doute interrompues, parce que l'aéroport de Kigali ne pouvait plus être utilisé. Alors c'est l'aéroport de Goma qui était la base de l'armée française qui a servi pour livrer des armes aux génocidaires. Or là, je suis désolé, mais les livraisons d'armes, elles ont été faites avec la complicité
d'officiers français qui seuls pouvaient autoriser l'atterrissage des avions, leur déchargement et le fait qu'on aille livrer les armes après dans des camps de réfugiés aux génocidaires. Donc mes camarades qui ont fait ça, ils ont une complicité. Parce qu'en fait, ils ont violé des règles internationales. Ils ont violé l'embargo de l'ONU, ils ont violé l'interdiction de livrer des armes, ils ont violé le fait qu'on avait un mandat humanitaire de la part de l'ONU. Alors bien sûr qu'ils vont dire qu'ils ont obéi, mais quand on est officier, on est responsable de ce qu'on fait. Donc même si les ordres ont été donnés de l'Élysée, le fait qu'il y ait des officiers français qui aient accepté de livrer des armes à des génocidaires dans des camps de réfugiés pendant une mission humanitaire, je suis désolé, mais ils sont responsables. Et c'est très important qu'ils soient sanctionnés. Parce que sinon, demain, ça veut dire qu'on peut leur demander de recommencer. Sénateur, un commentaire là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il dit. Là, il est sur le terrain purement militaire. Et lorsque certains observateurs arrivent à dire que les archives que Duclerc et sa commission ont consultées, il y a certaines parties où ils n'ont fait que la conclusion ou les conclusions des archives auxquelles ils ont eu accès. Est-ce qu'il y a-t-il des choses, des révélations dont on ne connaît pas aujourd'hui, qui sont la suite de ce que Guillaume Ancel dit, qui n'ont pas été mises à jour? Justement, c'est ce qui est dit à propos de la mission de l'opération turquoise, c'est abordé dans le rapport Mise. Contrairement au rapport, enfin, c'est détaillé encore une fois. Et s'agissant de la suite des conséquences dans la région, la déstabilisation de la région depuis 25 ans, même plus, c'est dit et documenté. Et comme vous dites, il y a une partie des archives auxquelles à laquelle plutôt la commission d'Ukraine n'a pas eu accès, et dont notamment les archives de la mission parlementaire sur le Rwanda. On a refusé accès alors que c'était écrit, c'était dans la lettre de mission. Mais ça continue, encore une fois, ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'une fois que le climat est apaisé, sur la vérité, on peut même imaginer que les deux pays puissent aller dans le même sens, collaborer dans la recherche de la vérité. On peut imaginer que, ce qui a été déjà dit, le négationnisme, effectivement, n'a pas le vent en poupe, mais aujourd'hui, c'est important. La justice, par contre les génocidaires qui se sont cachés en France, réfugiés en France, ça va avancer. Donc, ce qui compte, encore une fois, c'est quoi? C'est que à partir de cette convergence, encore une fois, sur un fait important de non-complicité de l'État français dans le génocide, c'est important que ça ouvre des perspectives nouvelles, à la fois sur la justice, la lutte contre le négationnisme et la recherche de la vérité. Donc, vraiment, je crois que c'est important. Et je crois que le choix qui a été fait, comme ça a été dit par ma collègue, de ne pas avoir des conclusions juridiques, sur le plan juridique, de laisser ça aux avocats et autres, parce qu'effectivement, ça n'empêche pas que des gens qui sont des chercheurs continuent à chercher, ça n'empêche pas que des avocats, effectivement, portent plainte contre l'un ou l'autre des responsables, mais ce qui compte, encore une fois, c'est qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on puisse suivre l'élément, c'est un court élément de ce que disait déjà le président Macron au mois de mars 2018, lors de la visite du chef de l'État Paul Kagame en France, où déjà il anticipait l'arrivée de cette commission et de ce rapport. On va suivre et puis on va commenter juste après. Nous avons décidé avec le président Kagame de travailler ensemble de manière pragmatique sur les sujets d'intérêt entre nos deux pays. Et ils sont nombreux. C'est ce que nous avons longuement évoqué ensuite dans l'entretien bilatéral qui nous a réunis. La paix et la sécurité en Afrique, le soutien à l'innovation, le climat et l'environnement, les sujets linguistiques et éducatifs n'en sont quelques illustrations. Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé et la complexité de la relation bilatérale, mais au contraire, je crois pouvoir dire que notre volonté, c'est d'assumer cette complexité, de savoir la surmonter et de penser à l'avenir de nos jeunes générations qui est à construire ensemble. C'est ce vers quoi nous voulons tendre. Cela prendra sans doute du temps, mais je crois pouvoir dire que nous avons tout à la fois
la sincérité de l'engagement et la volonté de faire. Il faut, sur les sujets que vous évoquiez, avoir beaucoup, me semble-t-il, de détermination et d'humilité. C'est ce qui nous anime. Je ne suis pas naïf, et sur le sujet de la relation bilatérale, le président Kagame a eu à connaître plusieurs expériences. Nous n'allons pas régler toutes les difficultés du passé en une annonce ou en quelques signes. Ce qui est d'abord important, c'est qu'on construise l'avenir, et c'est l'ensemble des initiatives sur le plan bilatéral ou régional sur lesquelles je suis revenu tout à l'heure. C'est très important ce que disait déjà le président Macron. Madame Jeannine, ce n'est pas, on ne se réveille pas un matin et faire table rase d'un passé aussi lourd. Mais déjà, certaines personnes n'hésitent pas à commenter sur les deux rapports en disant « Ok, c'est bon, mais on a bien peur que ça puisse obstruer les démarches sur le plan de la justice, au nom de la réconciliation, au nom des relations bilatérales entre les deux pays. La justice risque de rester de côté. » Alors je vais réagir. Vous comprenez ces gens? Je les comprends très très bien. Je vais d'abord réagir sur, avant le point de la justice, la déclaration du président Macron. Ce qu'il fait à ce moment-là, en créant peu de temps après cette commission Duclerc et le rapport Duclerc qui est publié, qui est ensuite très bien reçu à Kigali, et Vincent Duclerc qui vient aussi discuter, qui dit qu'il attendait de ses voeux le rapport rwandais, ça marque ce que je considère comme une accélération de l'histoire. À un moment donné, un homme d'État, le président Macron, décide que plutôt que de continuer à obstruer par tous les moyens, il faut regarder ensemble cette chose qui est l'éléphant dans la pièce, le monstre qui nous sépare. C'est un acte politique très très fort. Ensuite, le fait que des deux parties, les rapports, en tout cas, je n'ai pas entendu de réaction officielle au rapport Muse, mais le président Kagame a réagi au rapport Duclerc assez positivement et généreusement. Ça dit aussi que cette volonté de s'asseoir ensemble et de regarder cette chose ensemble est partagée. C'est comme je disais, une accélération de l'histoire. Maintenant, sur la justice, que l'on se base sur le rapport Duclerc qui a beaucoup d'insuffisances à mon sens, ou le rapport Muse qui, il faut le dire, n'est pas exhaustif et il n'a jamais eu l'ambition d'avoir épuisé les questions ni l'historiographie du génocide, il y a dans ces deux rapports suffisamment de matière pour n'importe quelle partie civile ou même un individu d'engager une action en justice. Donc au contraire, en fait, je ne trouve pas que la justice est obstruée. Je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour faire partie, en fait, de la société civile que maintenant. Peu de temps après le génocide commis contre les Tutsis, les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, le président Bill Clinton est venu au Rwanda et la Belgique ensuite pour demander pardon ouvertement pour leurs erreurs, disons, le fait d'être resté inerte et inactif devant ce qui s'est passé au Rwanda, notamment du génocide commis contre les Tutsis. Certains observateurs aujourd'hui estiment que le président Macron, au nom de la France, peut aller dans le même sens et demander un pardon officiel dans un discours. Là, je fais allusion déjà à sa visite prochaine, si cela s'avère, se confirme, ici au Rwanda. Est-ce qu'on attend plus que ça? Sénateur, vous comprenez ça? Bien sûr. Un pardon officiel. Il y a un mot qui a été prononcé par le président Macron, le mot pragmatique. C'était un mot essentiel. Et je crois que vraiment on a face à face de chefs d'État pragmatique, c'est le mot même. C'est-à-dire on ne voit pas effectivement, parce qu'on aurait pu créer des conflits inutiles. Encore une fois, il y a resté dans les tensions qui existaient entre les deux pays. Et là, on est en diplomatie. On est en politique, une politique réaliste, encore une fois, c'est pas mal déjà, qui permet d'avancer, encore une fois. Parce que le blocage, ça profite à personne. Pour les excuses, encore une fois, ça a été dit et répété par les autorités rwandaises. On n'a pas demandé aux États-Unis ou à la Belgique de faire des excuses. Ils l'ont fait de leur propre gré. De leur propre chef. S'ils veulent, effectivement, si la France veut qu'ils jugent
essentiel de le faire, le fera. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles, donc Macron ne pourra pas se déplacer. Donc j'espère effectivement, comme c'est dit et répété, qu'il viendra inaugurer entre autres choses le centre culturel francophone au Rwanda, qui est vraiment achevé. Je suis passé par là. Donc je crois que c'est lui qui choisira, oui ou non, de le faire. Mais on ne va pas demander des excuses, évidemment. Donc je crois qu'il le fera d'ailleurs. Je suis optimiste là-dessus. Martin David et Guillaume Ancel, peut-être pour terminer, vous comprenez les gens qui attendent un peu plus du président Macron, un peu plus des autorités françaises aujourd'hui, au-delà peut-être des positions beaucoup plus diplomatiques qu'on observe en ce moment? David. Eh bien, moi, ce que je dirais, c'est que on remarque en fait entre les deux rapports Duclerc et Muse, on remarque par exemple qu'il y a des aspects qui ne sont pas abordés. Par exemple, on a très peu d'informations sur l'attentat, sur les commanditaires de l'attentat dans les deux rapports. On a très peu d'informations sur ce qui s'est passé à Bicécero, et ces deux dossiers qui effectivement pourraient déboucher sur des poursuites pénales. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il est clair que ces deux rapports servent un but politique qui est le rapprochement entre les deux pays, donc ça c'est certain. Et nous, effectivement, je pense qu'il faut avancer et qu'il faut reconstruire des relations, mais il ne faudrait pas qu'en avançant comme ça, on laisse sur le bord de la route la vérité et la justice, qui sont quelque chose qui est absolument indispensable pour les victimes, pour les survivants, pour les familles des victimes, et je pense pour la société rwandaise et la société française, que tout ça soit mis à plat et que justice soit rendue, car tant que justice, selon nous, tant que justice ne sera pas rendue, on ne pourra pas, d'une part, avancer et d'autre part, comprendre profondément ce qui a fait que la France a pu se rendre complice du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Et tant qu'on n'aura pas pu comprendre ça, on sera toujours dans une position de soutien à des régimes autoritaires et dictatoriaux pour des raisons d'influence politique. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'en France, le système qui a mené à armer et former les forces rwandaises avant le génocide, puis quand elles l'ont commis, à continuer à les soutenir, ce système-là aujourd'hui a encore lieu. Vous l'avez vu pas plus tard qu'il y a 2 jours, Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques de Idriss Déby, qui est dictateur, personne qui torture, emprisonne, qui est au pouvoir depuis 32 ans. Cette personne-là, la France, forme son armée, forme sa garde présidentielle, lui fournit des armes. Et ce système-là, et nous c'est ce qu'on dénonce à survie, c'est-à-dire que ce qui a conduit au soutien aux génocidaires au Rwanda est un système qui est bien plus vaste et qui a toujours lieu. Et ensuite, les structures au sein de l'État français qui ont mené à ça sont toujours existantes. Donc, il faut que justice soit rendue et qu'on aille plus loin dans la recherche des responsabilités et des coupables pour qu'on puisse avoir une photo complète et comprendre en fait le mécanisme qui a mené à ça et pouvoir faire que ça ne se reproduise pas. Guillaume Ancel, quelques secondes. Oui, très simple. 3 gestes et un hommage. Pour moi, il manque 3 gestes suite à ces rapports. Le premier, c'est un geste politique. André l'a dit, c'est extrêmement important que la France s'excuse. C'est indispensable. Il y a un geste historique. Janine l'a cité, qu'on puisse travailler ensemble. Et ça revêt aussi l'aspect mémoriel. Puis un geste judiciaire. En France, pour moi, l'incarnation de la responsabilité accablante de l'Élysée, c'est Hubert Védrine. Donc il faut qu'en France, on poursuive judiciairement Hubert Védrine, pour montrer qu'un crime comme ça ne peut pas être impuni. Il nous doit des comptes. Il ne peut pas s'échapper en disant qu'il y est pour rien. Et puis un hommage, si vous permettez, parce qu'on ne l'a pas dit assez, et ma démarche n'est pas politique, pardon monsieur le sénateur, mais je voudrais juste saluer le courage de nos présidents respectifs. Parce que le président Kagame, on savait qu'il était courageux. Le président Macron, dans cette affaire, risquait de se mettre une partie de la société française, de les choquer, de se les mettre quasiment à dos en leur disant, vous vous rendez compte, la France a un lien avec un génocide. Eh bien, je pense que ça nécessitait un immense courage. Et je salue le courage du président Kagame et du président Macron.
Je pense que c'est sur ces propos que nous allons mettre un point final à notre émission. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce passé douloureux et surtout toutes ces ramifications sur l'implication, les responsabilités des uns et des autres, notamment pour ce qui est du génocide commis contre les Tutsis. Mais le plus important ici, cela a été dit par les chefs d'État et à nos panélistes de la soirée, c'est le plus important, c'est que aujourd'hui, on puisse regarder dans une même direction et nous espérons que cela va aboutir à un lendemain meilleur pour ce qui est de relations entre les deux pays. Merci à vous tous, merci à Madame Janine Mouniéchouri. Je rappelle que vous avez été membre de la diaspora rwandaise pendant de nombreuses années en Europe. Merci également au sénateur André Twahirwa qui est de la commission sénatoriale des Affaires étrangères. Guillaume Ancel, merci beaucoup, ancien officier de l'armée française et notamment opérationnel lors de l'opération turquoise en 1994. Merci également à Martin David qui est porte-parole de l'association Survie et surtout grand merci à vous chers téléspectateurs. L'émission c'est Majuscule Propos. Merci pour votre fidélité. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.